Salut à tous, ici Architecte depuis mon studio de mastering Tower Audio à Nice. Bienvenue à vous dans cette vidéo un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui on va tester du matériel analogique et je crois que c'est la première fois, à part les synthétiseurs, que je le fais. Et alors aujourd'hui on va tester ce hardware que j'ai reçu. Je vous ai montré la boîte lors d'un live. Bon, vous auriez pu trouver, hein, c'était simple, en plus je vous l'ai montré comme ça la boîte. C'est le Freqtube de chez Freqport, qui est une marque qui est nouvelle puisque c'est son premier produit. Alors je vous raconte un petit peu comment j'ai rencontré. Je mixais à Nantes lors d'une soirée techno pour le collectif Cosmic Company. C'était une soirée Senonia. Et donc la tête d'affiche cette soirée-là, c'était Imok, qui est un DJ psytech que vous connaissez peut-être. Je vous mets des liens en description si vous voulez écouter sa musique. Et donc on était en backstage et je discutais avec lui en anglais s'il vous plaît. Oui, parce que quand je bois de la bière, j'ai un accent anglais mais incroyable, je vous jure, c'est vrai. Ah yes, c'est credible. If I understand good, if you put on this button, you can set your height always and everything. Et donc en discutant, il se trouve qu'il fait lui-même ses mastering, on commence à parler mastering, donc forcément voilà. Et il me dit qu'il est en train de développer un produit, et je lui dis que j'ai une chaîne YouTube, et on se dit c'est formidable, on va faire une vidéo ensemble. Donc c'était vraiment un hasard comme par hasard comme on dit, et donc ça tombait bien parce que vraiment ce produit m'intéressait carrément, et du coup on est resté en contact jusqu'à qu'il me l'envoie gracieusement. Merci à lui et merci pour sa confiance. Par contre je ne suis évidemment pas rémunéré directement pour faire cette vidéo, et je suis libre de dire ce que je veux. Vous le savez, sur la chaîne, quand je teste un plugin ou un hardware, c'est toujours de mon propre chef, c'est-à-dire c'est moi qui vais contacter la marque. Et c'est pour ça que je suis souvent très emballé par ce que je présente, parce que c'est la vérité, parce que je l'étais déjà avant d'avoir le produit, et forcément la plupart du temps le produit me confirme mes premières impressions. Et c'est vrai que de vous faire une vidéo sur un produit qui m'intéresse pas et qui n'est pas de qualité, moi je vais m'ennuyer à la faire, et vous je pense pas que ce soit très intéressant à faire. Et puis encore une fois, les produits vous pouvez les tester vous-même, vous pouvez acheter le produit et le renvoyer si jamais il vous convient pas. Ne faites pas aveuglément confiance aux youtubeurs, et puis essayez aussi de tester les choses par vous-même, parce que encore une fois ça ne reste que mon avis, et c'est pas parce que moi je dis que c'est bien ou que c'est pas bien que ça l'est vraiment. Alors le produit, le voici, on le verra un peu plus en détail avec des plans un peu plus serrés, mais c'est donc le Freqtube. Donc alors pour vous expliquer très rapidement le concept, c'est un plugin analogique, oui, parce qu'en fait dedans ici il y a 4 lampes, vous savez, des lampes qu'on trouve dans des amplis, dans des EQ, enfin dans pas mal de hardware depuis fort longtemps, puisque c'était avant la première solution qu'on avait trouvée pour amplifier un signal, c'était de le faire avec des lampes, et puis on s'est rendu compte que si on rentre très fort dans ces lampes, elles saturent, et la saturation, à la base on n'en voulait pas, mais maintenant on en met partout. Et donc l'idée c'est de proposer un boîtier avec un écran et des boutons de contrôle, donc comme si on avait un vrai hardware, mais au lieu qu'il y ait des entrées-sorties analogiques à l'arrière, on a juste un connecteur USB-C. Et ça permet de faire transiter le signal audio via l'USB. Donc le signal va dans cette boîte et en ressort. Et tout ça est géré uniquement par le plugin qui vient s'insérer sur votre piste, sur votre master, où vous voulez. Ce qui fait que c'est totalement transparent. Et on a vraiment un plugin, vous allez le voir, qui s'affiche à l'écran, mais par contre qui délivre un son 100% analogique. Donc tout ça est super transparent et vraiment très intelligent, parce que pour moi, l'avenir de l'analogique, c'est toutefois il y en a un, mais vous allez voir, sans vous spoiler, que pour l'instant, avec ce genre d'outils, on a quand même un peu d'avance par rapport au plugin. Et ça, c'est pas un truc que je vous dis souvent, parce que je vous dis souvent qu'aujourd'hui, les plugins sont quand même à la hauteur de l'analo. Et on verra. Et bien donc oui, pour moi, l'avenir de l'analogique, c'est ça, c'est de pas se prendre la tête, d'avoir quelque chose de très transparent, très bien intégré, et de ne pas avoir des machines énormes qu'on ne sait pas où mettre et pour lesquelles il faut faire du routing qui est parfois coûteux, compliqué à mettre en place. Il faut des patch B pour pouvoir dire lui je le veux avant de lui, etc. Alors que là avec le plugin, en fait le plugin je le place exactement où je veux dans ma chaîne, ça n'implique rien du tout si ce n'est que faire un clic pour déplacer le plugin. Mais en tout cas, pour moi, dans mon studio de mastering, où l'espace mastering est là, ici c'est l'espace composition, c'est vrai que ça fait pas forcément très studio de mastering, mais j'y fais les deux, voilà. Voilà, donc pour moi qui ne voulais pas aller vers de l'analogique au mastering parce que trop compliqué, trop encombrant et trop coûteux, c'est vrai que ça donne envie d'avoir d'autres produits du style. Au niveau du prix, je vous mets en description un lien où vous pourrez trouver le prix actuel. C'est aux alentours des 1000 €. Alors je sais que ça peut paraître cher pour de la saturation, mais il faut savoir que dès qu'on achète du matériel analogique haut de gamme, dans un studio professionnel, c'est tout de suite plusieurs milliers d'euros. Un bon compresseur, ça peut être 2000, 3000.
Pareil pour un EQ, etc. Donc c'est vraiment des prix, en fait, voilà, c'est sûr que c'est une somme, mais par rapport au marché et par rapport à la simplicité et la qualité du son, c'est vraiment complètement pas déconnant, hein. Donc il faut pas s'offusquer de ce prix-là, c'est vraiment les prix du marché. Et je trouve qu'au contraire, en plus pour une petite entreprise dont c'est le nouveau produit, qui a fait un produit qui est très bien fini, qui est entièrement en métal, voilà, et qui bénéficie vraiment d'une construction tout à fait exemplaire. Je trouve que voilà, encore une fois, c'est vraiment pas déconnant. À savoir que même au niveau des lampes à l'intérieur, si on va aller chercher ces modèles chez Thomann, on a déjà pour 150 € de lampes, hein, rien que ça. Au niveau de la construction, vous voyez, c'est vraiment très joli, très bien fini, entièrement en métal, donc c'est très solide. C'est assez lourd, ce qui fait que ça bouge pas sur le bureau et ça donne vraiment une impression de qualité. Tous les boutons sont en métal, tout le châssis aussi. En fait, la seule pièce de plastique, c'est forcément la couverture de l'écran. L'écran est de très bonne qualité, écran couleur très lisible, même si la machine est inclinée. La taille, pareil, c'est idéal parce que on a bien l'espace pour les boutons. Donc plus petit, ça serait gênant, plus gros, ça servirait à rien. Voilà, il y a les aérations, évidemment, parce que les lampes, ça chauffe. Et puis au niveau connectique, vous avez juste un petit switch d'allumage. Ça, c'est quand même bien de l'avoir mis, parce qu'il y a des marques, des fois, qui oublient de mettre ça. Et puis l'alimentation 12 volts qui est fournie, évidemment. Et l'entrée pour le port USB-C. Alors cette vidéo, comme d'habitude, va être un petit peu longue, mais vous savez, moi j'aime bien aller au fond des choses. Donc même si vous n'êtes pas intéressé du tout par ce produit, je pense que vous allez apprendre des choses au niveau de la saturation, de comment on sature. Donc il y aura quand même des choses à apprendre. En tout cas, je vais arrêter de parler parce que sinon ça va être vraiment très long. Et puis c'est parti, on passe au test ici. Alors on va aller découvrir le hardware et le plugin dans une session Ableton Live avec des boucles assez basiques mais qui sont très parlantes pour comprendre comment marche le plugin et comment il sonne. Donc sans plus attendre, c'est parti. Voilà, donc ça c'est le plugin, d'ailleurs au passage qui est quand même très joli. Il a été soigné et ça c'est toujours cool. Un petit détail, j'en profite, là il est sur la piste kick qui est en rouge. Si je le déplace sur mon groupe, vous voyez que ça change de couleur. Je peux bien sûr changer de couleur si je veux. Mais en tout cas, il prend le nom de la piste et la couleur. Et ça, c'est plutôt cool. Alors pourquoi, vous allez me dire? Parce que ce plugin, on peut le charger jusqu'à 4 fois. On va pouvoir utiliser les 4 lampes. Alors par défaut, il y a 2 lampes qui s'allument puisque c'est stéréo. Voie droite, voie gauche. On peut switcher sur les autres lampes. Alors il faut d'abord éteindre celle-là. Voilà. Et switcher. On peut pas allumer les 4 en même temps, mais on pourrait, pourquoi pas, mettre 2 plugins à la suite pour utiliser les 4. Hein. Mais on peut aussi utiliser en mono. Et du coup, si on est en mono, on peut aller mettre jusqu'à 4 instances de plugins dans une session. On a quelques presets qui sont sympas déjà pour faire un premier tour. On peut bien sûr enregistrer les nôtres. Donc le plugin commande le hardware et réciproquement. Alors les boutons sont pas motorisés, mais c'est pas grave. Vous voyez, en fait, par exemple ici, si je change la valeur sur le plugin, eh bien du coup, le bouton ici sur l'écran devient noir. Et donc là, je suis pas bien positionné. Il suffit que j'aille comme ça rattraper. Et là, il devient vert. Et là, maintenant, c'est bon. Ça permet de synchroniser le plugin et le hardware. Et alors déjà, gros point positif, c'est vraiment très transparent. C'est-à-dire que j'ai eu aucun décrochage. Alors ça crée évidemment de la latence qu'on peut voir ici. J'ai 76 millisecondes de latence. Mais il faut que le son puisse sortir en numérique dans le hardware, être converti en analogique, passer par les lampes, être reconverti en numérique et revenir dans la session. Et tout ça se fait en 76 millisecondes, ce qui est en vrai franchement pas énorme. Et tout ça se fait évidemment en USB, donc il n'y a pas besoin de brancher de câble audio, juste on branche en USB. On met le plugin dans la session, c'est reconnu, ça marche, il n'y a vraiment rien à configurer. Donc c'est vraiment ultra transparent, on a vraiment l'impression d'utiliser un plugin, alors que non, on utilise du hardware analogique. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser les deux. Alors là, moi, pour le coup, là, pour les besoins du tournage, le hardware est loin, donc je vais un peu moins l'utiliser, parce que du coup là je suis obligé de tendre le bras, vous voyez, pour aller l'utiliser. Mais on peut très bien en fait utiliser ou le plugin ou le hardware ou les deux. Ça, chacun fait comme il veut, ça revient au même, hein. C'est juste une question de confort. Mais en tout cas, je trouve ça évidemment très cool qu'ils aient mis des vrais boutons sur le hardware, parce que ce qu'on aime aussi dans le hardware analogique, c'est pas uniquement le son, mais aussi le workflow et donc le fait de pouvoir toucher des boutons. Et ça, c'est quand même agréable, surtout que comme la construction est bien faite et tout est en métal, on a plaisir à le faire. Mais en tout cas, pour moi, ça va être un gros atout pour mes mastering. Vous savez peut-être, mon métier, c'est de faire du mastering. D'ailleurs, je vous invite à me contacter, j'en profite. Petite publicité au passage sur mon site www.tower-audio.com. Je le mets en description. Si vous voulez qu'on travaille ensemble pour du mastering, j'en serais ravi.
Voilà, petite pub auto-promo faite. Donc je disais que dans le cas du mastering et de vos mastering éventuellement, puisque c'est vrai que pour moi, ça va être un gros atout en mastering de pouvoir rappeler les sessions. Parce que ça, c'est vrai, moi j'ai mes clients, souvent ils me demandent de faire une version 2, une version 3. Même des fois, ça peut arriver plusieurs semaines après. Ah ouais, j'ai changé un truc sur mon mix, est-ce que tu pourrais pas me faire une version? Bah oui, pas de problème, j'ai le projet qui est ouvert. Et là, si j'ai utilisé le FracTube, alors je vais pas l'utiliser à chaque fois parce qu'on n'a pas toujours besoin de saturer au mastering, mais souvent quand même, même si c'est très léger. En tout cas, moi je le ferai pour mes masters. Et donc, si j'ai utilisé le FracTube, le plugin est là, ça rappelle exactement mes réglages et j'ai aucun problème à faire un recall. Et c'est vrai que je vous ai dit que pour moi, le matériel analogique en mastering n'est pas forcément utile et ça apporte pas toujours une grosse plus-value. Par exemple, sur les EQ, j'émets quand même des doutes à savoir si est-ce que vraiment on entend le son d'un EQ analogique, alors quand c'est pas un EQ à tube qui va saturer, rajouter de la couleur, mais un EQ qui sera assez basique, je suis pas sûr vraiment de la grande pertinence, même s'il y en a toujours une petite, mais bon, on va dire c'est de l'emmerdement pour peut-être pas grand chose. Alors que sur la saturation, on le verra en deuxième partie de la vidéo, je vais pas vous spoiler, mais il y a quand même encore une plus-value et vous allez le voir. Au niveau des convertisseurs, donc c'est des convertisseurs de chez ESS. Je sais pas si vous connaissez cette marque. Ils font les convertisseurs qui sont assez connus, qui sont des sabres. Voilà, c'est des convertisseurs qui ont fait leurs preuves et qui équipent tous les équipements, on va dire, du plus basique jusqu'au convertisseur audiophile à 50 000 euros. Là, on a une indication, c'est que c'est du 32 bits. Je suis pas sûr qu'il y ait un grand intérêt, mais bon, ma foi, qui peut le plus, peut le moins, on sait jamais. Mais bon, pour moi, c'est pas très utile. Mais en tout cas, c'est des convertisseurs de qualité et on a 120 dB de dynamique d'entrée et 116 en sortie. C'est largement suffisant. Voilà, 116 dB, on est bien au-dessus de toute façon de ce qu'on va pouvoir demander dans de la production classique, quoi. Alors on va commencer avec une basse type 808. Je vais vous montrer le hardware pour cette fois et après je vous dis, comme il est un peu loin et que c'est pas pratique, on aura fait le tour, mais pour vous montrer voilà l'interaction avec le plugin et le hardware. Donc voilà, je vais tweaker des boutons. Par défaut, ici on voit qu'on a des petits ronds verts qui veulent dire que à chaque fois qu'on lance le plugin, les 4 premiers boutons ici sont mappés. Pourquoi? Parce que ça permet éventuellement, si on ouvre une deuxième instance, d'avoir les 4 autres qui sont mappés sur les fonctions principales. C'est-à-dire le drive, le dry wet, ici en numéro 3, alors ici on voit le bouton 3, c'est donc harmonique, et 4, c'est le volume. Donc en effet, c'est les 4 boutons principaux. Mais je peux très bien, par exemple, si j'ai envie d'utiliser une seule instance et utiliser tous les boutons, aller ici, prendre ici mon bouton 5, le mapper sur le gain de mon EQ, ça on le verra après, et automatiquement, voilà. Ok, donc là pour ça, je vais juste partir un peu du micro, je vais aller tweaker les boutons, comme ça vous verrez comment ça se passe, et je vais vous laisser écouter la qualité de la saturation sur une 808. Pour l'instant, je vais enlever les EQ parce qu'on en parlera après. Donc là, c'est la 808 sans rien. Là, je vais activer plus 18 dB pour rentrer plus fort. Voilà, ici on a une option intéressante qui permet de conserver du headroom ou d'avoir une saturation maximum. Vous voyez que le son n'est pas le même. Voilà, donc ça c'est la couleur des saturations de ces lampes ici. Je vais les désactiver et activer les autres tout en conservant ces réglages justement un peu forts pour bien entendre.
Ouais, c'est pas la même saturation, celle-là elle est un peu plus agressive dans les aigus, celle-là elle est un petit peu plus douce, un peu plus smooth quoi. Voilà, donc vous voyez que le hardware est très bien fait, ça répond bien et c'est très agréable à utiliser. Mais pour l'instant, voilà, je vais juste pas l'utiliser, histoire de se concentrer là-dessus, puis que je puisse rester devant le cadre. Alors ici, petite option, si on appuie ici, là, on voit qu'on a le chemin du signal avec les petites flèches. Donc le routing, c'est que ça passe d'abord par le drive, c'est-à-dire qu'en fait, on va monter le volume dans le hardware pour aller attaquer les lampes plus fort et on va pouvoir jouer sur les harmoniques. Alors ça, j'ai demandé par mail aux développeurs. Eh bien, c'est vraiment une fonction analogique qui est interne en fait, c'est-à-dire la manière dont on va rentrer en gros dans les lampes va changer le son et va pouvoir permettre de jouer sur les harmoniques. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'on voit ici un schéma qui va nous expliquer en gros, donc là on a les harmoniques paires et impaires. Donc paires, c'est-à-dire que si on est à 100, l'harmonique paire elle est à 200 et l'harmonique impaire elle est à 300 et ainsi de suite. Donc c'est pas le même son hein, quand je vous laisserai écouter et faire des tests vous-même, mais le son des harmoniques paires n'est pas le même que le son des harmoniques impaires en gros pour schématiser. Et là on voit ici justement l'influence des harmoniques jusqu'à la quatrième et aussi de la manière dont une sinusoïde va être déformée par la saturation. Voilà, et on voit que selon comment on tweak, on va pouvoir par exemple quasiment faire disparaître les harmoniques paires, ce qui est intéressant. Alors, quand ici on a un petit avertissement rouge, en fait c'est que vraiment on est en train de clipper. Hein. Donc il faut faire attention, on peut le vouloir, hein, mais ça veut dire qu'on clippe. Après, pourquoi pas l'utiliser, mais c'est juste une indication. Alors justement, à propos de clipping, on a deux saturations différentes, mais on en a quand même une troisième, qui n'est pas forcément fait pour, mais qu'on peut utiliser. Et justement, on va revenir au DAC. Et vous savez qu'un DAC, en fait, on peut faire clipper un DAC, c'est-à-dire ce qu'on fait en mastering avec les DAC très haut de gamme, par exemple, comme les Lavry Gold ou autres. Et en fait, on va rentrer plus fort qu'il ne faut dans ce DAC pour tout simplement le faire écrêter de manière numérique. Et selon les dires, il y a des DAC qui clipperaient plus joliment que d'autres. Voilà, bon après il faut se lever tôt pour l'entendre, mais en tout cas c'est le cas. Mais vous allez voir que la saturation n'est pas inintéressante. On va regarder ça plutôt sur une boucle de batterie. Alors on va voir sur une boucle de batterie, déjà je vous fais écouter la saturation donc des lampes. Alors faut savoir que pour l'instant il n'y a pas de gain match, c'est-à-dire que quand on monte le drive, ça fait pas baisser le out. C'est quelque chose qui va arriver, ça ce sera très cool parce que c'est vrai que pour l'instant on est un petit peu en train de jongler entre je monte le son, je baisse le son ici, comme dirait Philippe Catherine. Mais donc pour l'instant ça n'y est pas, mais ça va être réglé de manière logicielle et ce sera très cool. Je vous fais écouter. Vous voyez qu'avec en bourrinant et en mettant un dry wet vraiment ici réglé comme ça très très bas, donc avec un tout petit peu de wet, on arrive à avoir une saturation qui est présente mais qui est pas non plus dégueulasse et qui pourrait être très bien utilisée comme ça parce que maintenant on n'hésite pas à saturer les choses. Donc là on est sur la saturation des lampes. Par contre regardez, si je me mets ici complètement en dry, donc on n'entend plus le son qui passe par les lampes. Donc là je me suis remis à 0, si je bypass le plugin, on n'entend pas, on n'entend rien, c'est normal puisque je suis complètement en dry maximum, j'ai pas de wet. Et là, ce que je vais m'amuser à faire, c'est rentrer très fort avec un gain d'entrée ici réglé avant. Alors là, je vais baisser le volume de sortie et je vais rentrer à plus 24 dB. Écoutez. J'ai quand même de la saturation et on voit que c'est pas la saturation à lampe qui agit. Hein. Je pourrais d'ailleurs éteindre mes lampes. Bon, il se passe plus rien. Oui, forcément, si j'éteins tout, on ne voit plus rien, on n'entend plus rien. Alors je rallume mes lampes. Voilà. Voilà, mais on voit bien ici que ça n'agit pas. Alors qu'est-ce qu'on est en train de clipper? Eh ben c'est le DAC, justement, je vous le donne en 1000. Donc là, je suis en train de faire clipper le DAC. Et vous voyez que, pourquoi pas, ça peut être une saturation qui pourrait être intéressante. Alors on peut la doser, évidemment.
c'est pas la saturation la plus belle du monde, qu'on est sur une saturation d'un DAC, mais comme c'est un DAC de qualité, on pourrait vouloir clipper un peu et s'en servir pour ça, pourquoi pas. Et justement mélanger la saturation du DAC avec la saturation analo des lampes. Voilà, bon, c'est un exemple, mais je trouvais ça intéressant quand même de le montrer, de vous faire écouter comment un DAC de qualité pourrait clipper. Alors et maintenant on va voir l'intérêt des EQ, Primary Filter et Parallel Filter, sur une boucle de synthé, pardon, et voir que c'est une très bonne idée de l'avoir mis. Là je vais utiliser que le Primary Filter, me mettre ici en wet total, on va écouter. Voilà, donc vous avez compris, hein, c'est un EQ basique qui permet de faire à peu près ce qu'on veut, et donc de filtrer le signal avant de rentrer dans les lampes pour n'aller saturer que cette partie-là. Donc là, bon, pourquoi pas, on pourrait rester comme ça et dire ok, je filtre complètement, je sature mon son et je l'envoie. Mais si on a quand même envie de conserver le son tel qu'il était de base, mais juste rajouter de la saturation sur une certaine partie du signal, en fait on va utiliser ça en couple avec le parallel filter et bien sûr avec le dry wet. Donc je vous montre. Voilà, vous voyez, avec ce réglage, eh bien ici je sature vraiment que la partie très high de mon son, très aiguë. Voilà, et maintenant si je ramène ici avec le parallel filter, je vais aller justement filtrer ici les aigus puisque je les renforce ici. Voilà l'intérêt de ces EQ, de ces filtres qui sont bienvenus, parce que ça serait justement embêtant qu'ils n'y soient pas. Et ça, c'est le genre de truc, avec du matériel analogique qui serait pas pensé comme ça, il faudrait faire des routings assez complexes pour pouvoir avoir du dry wet, tout en mettant un EQ, il faudrait mettre un EQ en numérique avant, un EQ sur le wet, bon, faire des routings et des trucs qui seraient un petit peu compliqués et peut-être un petit peu casse-gueule, parce qu'il faut réussir en plus à conserver la latence, puisqu'on sera en hardware, le signal serait forcément envoyé de la même façon en analogique, converti et reconverti, donc on aurait forcément une latence entre l'entrée et la sortie. Et donc de pouvoir mettre comme ça du dry wet et des filtres, il faut bien faire les choses pour pas qu'on ait des soucis comme ça de déphasage ou de désynchronisation ou autre. Là au moins c'est tout intégré, c'est cool et on n'a pas à se prendre la tête avec ça. Voilà, et là un exemple quand même sur une voix, hein, parce qu'on pourrait très bien saturer une voix comme ça se fait beaucoup. Alors là on va y aller évidemment mollo, je vous le fais écouter. I've been looking for something that would give me peace of mind. Là, vous voyez ici, la version de phase, elle est vraiment utilisée à bon escient, puisque si, à l'inverse, si je l'enlève, ça marche moins bien. I've been looking for something that would give me peace of mind. You make me insecure, I pretend that it's good when I'm not. 'Cause I'm hurting, 'cause I'm bleeding, going crazy. I need you, just cut me, you don't help me. Voilà, bon, faut y aller mollo, mais j'exagère un peu pour que vous entendiez.
sur une voix d'homme. Nothing good, nothing good, nothing good ever came from asking questions you already know the answer to. Nothing good, nothing good, nothing good ever happens around here. Oui, là, du coup, on est vraiment en train de mixer la voix. Bon, même si là, c'est pas en contexte, on est en train de la saturer, donc elle va mieux ressortir dans le mix. On est en train aussi de gonfler certaines fréquences grâce aux EQ, justement, puisque là, c'est les fréquences aiguës qu'on est en train de saturer. Et vous voyez que c'est quand même très intéressant et ça donne un côté très moderne à cette voix. Je sais pas dans un mix si on irait saturer autant, mais là, en tout cas, c'est pour vous faire entendre avant et après. Il y a quand même une sacrée différence. Nothing good, nothing good, nothing good ever came. Il y a aussi une différence de volume, mais vous voyez que la voix, elle est très sombre, et là, tout de suite, elle est ouverte et saturée, et elle va vraiment mieux rentrer dans un mix, ça c'est sûr. Et maintenant, mon moment préféré, on va utiliser le Freqtube sur un master, enfin là pour le coup sur un master et un bus. Et vous allez voir quand même que ça fait une super différence. Pour ça, j'ai utilisé la track du Poisson d'avril de cette année, qui était un hommage plutôt qu'une imitation, un hommage à Daft Punk et Justice. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, je vous mets le lien en description. Enfin, vous allez avoir un petit extrait là, mais vous pouvez voir le clip sur ma chaîne secondaire Sequence. Je vous fais écouter donc ici les deux plugins, parce qu'on peut mettre 2 instances, 2 fois 2 lampes hein, pour rester en stéréo, sont bypassés. Je vais d'abord bypasser le groupe des drums et le master général qui est ici. Vous voyez ici drum, ici main. Et vous voyez ici sur le hardware qu'on voit bien justement grâce aux couleurs, on voit bien les 4 boutons qui sont mappés sur le bus main, enfin sur le plugin qui est sur main, sur le master, et les 4 boutons qui sont mappés sur le bus drum. Donc avec le hardware, on peut s'amuser comme ça à contrôler sans toucher à la souris et juste en écoutant tous les paramètres de nos 2 plugins. Ça c'est quand même très cool, notamment quand on fait du mastering comme ça, on n'a pas trop envie de regarder l'écran et il suffit juste de toucher les boutons et de se concentrer et de voir si c'est mieux réglé comme ça ou pas. Des fois on peut aller trop loin à master aussi. Et alors là, la track n'est pas masterisée parce qu'elle est encore dans live. Hein. Moi, j'ai fait le mastering après moi-même dans Studio One. Mais vous voyez la différence déjà que ça apporte. Le mix était un petit peu tassé, rentré sur lui-même. Et là, tout de suite, déjà, il s'ouvre. Et il y a comme une impression de plus grande ampleur, de plus grande 3D. Les plans se séparent. On a une meilleure définition des instruments. Et vraiment ça participe à beaucoup de choses. Alors on n'a pas que de la saturation puisque on a aussi quelque part de l'EQ, parce que vous voyez ici j'ai fait des réglages avec les filtres. Mais voilà, j'ai voulu cibler justement des points que j'allais plus saturer. Donc c'est ce mélange EQ saturation qui donne vraiment ce côté-là. Et là, vous voyez, c'est quand même carrément mieux avec. Enfin, en tout cas, moi je trouve. À vous de me dire dans les commentaires. Je vous refais. Donc ça c'est le drum, ça c'est le master. Je vous fais quand même écouter que sur les drums. Voilà, ça c'est le son filtré et saturé. Là forcément je perds le kick, donc ça va pas. Je règle le dry wet et je rajoute ici du grave avec mon parallel filter.
C'est quand même mieux avec, hein. Et là, c'est vraiment un jeu assez fin entre tous ces paramètres. Petite précision aussi, pour faire tourner tout ça, vous avez un petit utilitaire qui s'installe sur Mac ici en haut dans la barre des tâches. Vous avez ici le menu et vous avez une petite interface ici qui vous montre comment les tubes sont utilisés. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir baisser le buffer donc, de mon hardware FracTube pour justement avoir un petit peu moins de latence, comme je vous ai montré tout à l'heure. Allez, on écoute ça sur une autre partie du morceau. Alors, ce qu'on va faire là, je sais, c'est pas forcément très musical et très amusant, mais je pense que c'est utile pour bien entendre la saturation. J'ai coupé ma caméra, histoire de vous laisser voir les analyseurs correctement, et de toute façon, vous m'avez assez vu comme ça pour aujourd'hui. Ici, on a un analyseur de stéréo, là, un oscilloscope, et ici, le plus intéressant, c'est un analyseur de fréquence. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc une sinusoïde à 100 Hz, je vous la fais écouter. Voilà, donc c'est basique, mais je vous recommande de faire ça si vous voulez tester une saturation, parce que ça permet non seulement de voir ce qui s'y passe, et en plus de bien entendre l'effet de la saturation. Parce que la saturation, c'est quelque chose qui est assez compliqué à percevoir quand, par exemple, c'est sur un mix entier, sur une boucle de batterie. Alors, on entend la saturation, mais pour entendre la qualité de la saturation, ou du moins la spécificité de telle ou telle saturation, c'est un peu compliqué. Alors qu'avec une sinusoïde, vous allez voir que tout de suite, c'est beaucoup plus facile de faire les différences entre telle ou telle saturation. Je vous fais écouter. Voilà, alors juste si vous écoutez avec un casque ou des moniteurs, baissez peut-être un petit peu le son parce que là on va écouter quelque chose qui est forcément pas très agréable, qui est assez bruiteux. Mais voilà, donc j'ai essayé de pas mettre trop fort, histoire quand même que vous entendiez quelque chose. Mais voilà, c'était juste pour vous prévenir. Alors voilà la sinusoïde et là j'active le FracTube ici. Alors quand il y a bypass ici en blanc, vous voyez bien que le plugin, enfin le hardware est bypassé. Voilà, et vous allez voir que là ici je vais toucher donc aux harmoniques et on va non seulement bien se rendre compte de ce qui se passe au niveau des harmoniques paires et impaires, mais en plus on va entendre bien les différences. Je vous fais écouter. Et j'en profite aussi pour vous faire écouter donc la différence entre les deux paires de lampes. J'en allume qu'une seule, hein, vu que c'est un signal mono, on s'en fout. Donc là, pour les lampes, les E83CC, c'est vraiment des lampes de qualité supérieure qui sont un peu plus agressives et un petit peu plus riches dans les harmoniques, notamment aiguës. C'est celles que j'aurais tendance à utiliser pour du mastering, parce qu'elles vont pas, on va dire, trop réchauffer, enfin trop atténuer les aigus et ne pas être trop douce justement. C'est pas ce qu'on a forcément envie au mastering. Je vous fais écouter. Donc vous voyez, les 12 AT7 ont un caractère beaucoup plus doux, beaucoup plus feutré, on va dire. Plutôt smooth, plutôt braque, Zarelli. Bah, bref, donc c'est intéressant parce que ça va être vraiment deux couleurs différentes. Et sur celle-là, on va avoir plutôt tendance à vouloir réchauffer et adoucir le signal à la fois. Voilà, si je me mets avec les harmoniques comme ça à 0... Alors au passage, je peux pas décider d'allumer une lampe ici et une lampe là. Si jamais je veux le faire, je suis obligé d'utiliser deux sessions du plugin. Et pourquoi pas d'ailleurs, on peut le faire. Ah, donc je peux très bien décider de mettre deux plugins à la suite, pourquoi pas utiliser les deux paires de lampes en série et avoir vraiment beaucoup de couleurs et beaucoup de saturation sans aller dans le clipping ici du DAC. Et là ici on a une petite diode rouge qui peut s'allumer et qui, quand elle s'allume, vous prévient qu'on est en train de faire clipper le convertisseur.
Ce qui peut être intéressant, hein, pourquoi pas le faire puisque bah, ça se fait de toute façon. Mais il faut le savoir, si on veut pas de clipping du convertisseur et qu'on veut juste la saturation des lampes, bah, c'est très bien qu'ils aient mis ça parce que voilà, ça permet de pas entrer dans la saturation du clipper. Je vous fais écouter. Là, je me suis mis à plus 18 et 3,5 dB de drive. Et là, je commence. Voilà, vous voyez, il y a plusieurs états. Il commence à s'allumer légèrement et puis un peu plus. Dès que ça s'allume légèrement, c'est-à-dire qu'on commence à entendre le clipper, le convertisseur. Et vous voyez qu'on l'entendait. Hein. Voilà, ça rajoute ce petit bruit un petit peu aigu et du coup un petit peu numérique en fait. Je vais rester donc à plus 18, plus 2, donc à plus 20, histoire de ne pas entendre le clipping du convertisseur. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on pourrait volontairement vouloir. Hein. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé beaucoup de saturation et vous savez que j'en ai beaucoup en plugin et j'ai pris celle que je jugeais le plus proche de la vibe du Frektube. Alors évidemment, il y a toutes sortes de saturations, elles ont toutes leurs couleurs. Donc il faudrait comparer ce qui est comparable. Hein. Il faudrait essayer de trouver une saturation qui émule exactement ces tubes-là. Hein. Pour le coup, j'ai pas trouvé. Mais à chaque fois que je suis tombé sur un saturateur, j'ai essayé d'un saturateur, j'ai essayé de m'en rapprocher et d'avoir cette vibe tube justement. Et certaines émulations justement aussi comportent des tubes, donc je les ai utilisées. Donc je vais vous faire écouter le son du plugin à chaque fois versus le Frektube sur une sinusoïde et vous allez voir qu'on va vraiment pouvoir apprécier les différentes couleurs des saturations. Alors là, on a le Jam de chez Acoustica qui est une très bonne saturation puisque déjà il y en a plusieurs et en fait ça reprend beaucoup de matériel qu'ils ont samplé. Ils travaillent avec des sortes d'IR 3D, bon là un peu complexe, mais en tout cas c'est censé se rapprocher très proche de l'analo. J'ai choisi l'émulation Ko-Fi qui pour moi se rapproche le plus, donc je vous fais écouter. Là on va écouter le Ko-Fi. Allez, vous voyez, on perd en agressivité, on perd en croustillant. C'est un peu plus fade, plus mou, quoi. Je sais pas trop comment dire. Enfin, je vous laisse juger, mais en tout cas, là, on n'y arrive pas. Quoi. On se rapproche, mais on n'y arrive pas. Voilà, juste au passage, je vais passer quelques autres saturations pour vous montrer qu'elles sont toutes différentes et que c'est intéressant sur l'analyseur de regarder ce qui se passe et d'écouter en même temps. Voilà, bon, je vais pas toutes les faire, mais vous avez vu que c'est à chaque fois une couleur qui est assez différente. Alors, chose très importante, donc la sinusoïde qui arrive ici pile poil à moins 10 dB, j'ai toujours fait en sorte que quand je désactive la saturation, en fait, la sinusoïde reste exactement au même volume, avec ou sans saturation, justement pour pas être trompé par le volume. Parce que le but du jeu, c'est d'avoir exactement le même volume ici sur la fondamentale. Et quand j'enlève la saturation, voilà, que cette fondamentale bouge pas, pour justement pouvoir comparer les plugins au même volume. Alors là, c'est le Mystique d'Acoustica, je vous en ai déjà parlé et j'avais trouvé que la saturation était très bonne et très crédible, et c'est le cas, donc je vous fais écouter. Voilà, mes faces au Frektube. En fait, ce qu'arrive à faire le Frektube, c'est de conserver le volume de la sinusoïde, la puissance, mais tout en rajoutant beaucoup d'harmoniques, mais sans pour autant perdre cette sensation de grave et perdre la fondamentale. Et vous allez voir que d'autres saturations rajoutent des fois beaucoup plus d'aigus, en fait, d'harmoniques, mais à cause de ça, on perd en fait la force du son de base, qui est ici une sinusoïde à 100 Hz.
Alors là, on est sur le Kelvin de Tone Project, une marque que j'adore, qui a une très très bonne saturation. Je m'en sers beaucoup en mastering. Et ici, j'ai choisi justement Vintage, qui est une émulation de tube, donc ça tombe bien. On va écouter. On est pas mal. Là, c'est le très bon X saturateur de SSL. Je vous en ai déjà parlé, il est des fois en promo. C'est une très bonne saturation, mais je vous fais écouter. Et on n'y arrive pas non plus. Alors j'ai essayé de trouver des saturations chez Slate avec le Virtual Mix Rack. Et là, pour le coup, on n'y est pas. Je vous fais vite écouter. Ouais, là vraiment, on va dire que c'est mou quoi. Il manque vraiment du corps et des harmoniques. Pourtant, j'ai essayé de rentrer fort. Vous voyez, je me suis mis à plus 24 ici. Alors là, j'ai pris le Spice Rack de Process Audio. Je vous ai fait une vidéo dessus. C'est une très bonne saturation avec plusieurs couleurs, notamment ici tube. Alors vu qu'on est sur du tube, j'ai choisi tube. Vous voyez qu'elle est quand même pas mal. Elle est assez convaincante. Mais voyez, on n'y est pas, hein. Il n'y a pas ce croustillant. Alors en plus là, on est sur quelque chose de basique, on est sur une sinusoïde. Évidemment, en fait, tout ça est programme dépendant, c'est-à-dire que la saturation analogique va vraiment réagir différemment en fonction du volume auquel je rentre, mais aussi en fonction de ce qui s'y passe. Voilà, s'il y a des transients, s'il n'y a pas de transients, s'il y a des aigus, des graves. Donc là, c'est quelque chose de basique, mais c'est quand même utile de vous montrer ça là-dessus pour vous faire écouter. Mais on a aussi quelque chose là que je peux pas vous montrer, c'est que évidemment l'analogique va réagir de manière beaucoup plus programme dépendant, il va réagir très différemment en fonction encore une fois du signal, du volume, alors que là peut-être ce sera sans doute plus linéaire et plus prévisible. Voilà, et on finit par la saturation qui pour moi se rapproche le plus. Alors pourquoi? Parce que sans doute j'ai pas mal d'options ici. C'est le ROAR ou ROR de chez Live, de Live 12, hein, qui a une très bonne saturation, comme quoi ils savent faire des très bons effets Ableton. Et vous allez voir que en tweakant pas mal, alors j'ai passé du temps, hein, j'ai franchement passé 10 minutes à essayer de me rapprocher le plus. Donc ça aussi ça compte, c'est-à-dire que il faut éventuellement passer 10 minutes à essayer de me rapprocher de ce que peut faire ça, alors que ça je le fais direct, vu qu'en fait il y a très peu d'options et c'est aussi l'avantage. Alors là, écoutez bien, j'ai essayé vraiment avec le ROAR d'avoir la même quantité d'harmonique ici vers les 5 kg qu'avec le Freq Tube. Et en fait, j'y arrive pas, je vous fais écouter. Donc là, c'est le ROAR. Alors vous voyez qu'on se rapproche, on a quand même une puissance, on perd pas trop la fondamentale, mais par contre dans les aigus il se passe quelque chose, c'est que pour avoir la même quantité, on a une sorte de bruit comme ça aigu continu qui moi sonne un petit peu numérique. Alors est-ce que c'est à cause du repli des fréquences, puisque vous savez qu'avec comme ça du numérique, quand je fais de la saturation, forcément j'ai de l'aliasing, donc une fois que les fréquences dépassent les 20 Hz, elles se replient et reviennent ici, et c'est peut-être ça qui crée ce bruit numérique aigu pas très agréable. Alors que là ici avec le Freq Tube, on a quand même des aigus, il se passe des choses vers 5 et 10 kilos, mais ça reste soft, ça reste analogique entre guillemets. Essayez de vous concentrer sur cet aspect ici du spectre. Et vous voyez, si en fait je fais en sorte de couper un peu les aigus sur cette saturation numérique, sur le ROAR, du coup voilà, je perds en matière, j'ai plus cette efficacité justement des harmoniques qui sont quand même là dans les aigus, mais qui vont pas vers ce côté numérique. Vous voyez là, on l'entend bien ce sorte de sifflement dans les aigus. Ce que j'ai fait avec un Fab Filter ici, c'est que j'ai filtré le grave pour ne plus entendre que ce qui se passe au-dessus de 2000. Là, écoutez avec un casque. Et vous allez voir que vraiment, on a ce côté désagréable du numérique qui est là ici avec le ROAR.
Oui, on a vraiment cette petite résonance désagréable qui est vraiment, je pense, due justement au repli des fréquences et à l'aliasing et tout ça. Donc vous voyez que même si on arrive à trouver une saturation qui arrive à se rapprocher, qui a quand même assez de mordant, etc. Alors bien qu'il faille la régler, encore une fois, j'ai passé 10 minutes à le faire. Mais une fois qu'on arrive à peu près, bah, à avoir cette quantité d'aigus et ce qui se passe dans le haut du spectre avec le FreqTube, bah on a du coup cette résonance numérique qui est, enfin je dis résonance, c'est pas tout à fait ça, mais vous avez compris cet aliasing qui est du coup désagréable. Et là c'est sur une sinusoïde, mais sur un mix entier, bah ça peut poser des problèmes. Et vous voyez ici, je suis rentré très fort pour faire clipper le convertisseur avec donc la diode qui s'allume en rouge. Et même avec ça, bah, j'ai pas cet effet désagréable dans les aigus. Je vous fais écouter. Voilà, et c'est ça qu'on aime dans l'analogique, justement, c'est ce côté, on dit chaud, hein, ça veut un peu rien dire, mais voilà, ce côté où les aigus sont là, mais ne sont pas agressifs et cassent pas les oreilles. Alors là, au passage, je vous ai agrandi le stéréoscope, et donc on va voir que ça joue un petit peu sur la stéréo. Bah, c'est bien normal, puisqu'en fait, on a deux lampes. Donc là, ici, je passe mon signal, bon, qui est à la base mono, mais je le passe dans deux lampes, donc qui devient deux canaux, donc qui devient stéréo. Et comme on est sur de l'analogique, et que l'analogique bah, n'est pas parfait, eh bien justement, je vais avoir des petites différences. Et je m'en rends très bien compte ici, regardez. Là, ici, on a un signal donc, qui est parfaitement droit, ici en rouge. Voilà, puisque ça dépasse pas hein, sur le côté droit ou gauche. Et là, si je l'active, alors que si je n'utilise qu'une seule lampe, voilà, donc on voit bien que ça crée un petit peu de stéréo, et c'est plutôt bien en fait, puisque justement ça va, la stéréo c'est toujours cool, et de créer une petite différence entre le canal droit et le canal gauche. Par exemple en mastering, moi c'est quelque chose, si c'est léger, qui me va très bien. Et vous voyez quelque chose qui est intéressant aussi à voir, c'est que les plugins ici, bah vous voyez qu'ils n'agissent pas sur la stéréo. Voilà, ils me créent pas de stéréo. Parce qu'en fait, ils ont un comportement, voilà, justement, qui est droit, qui est basique. Le canal droit sera exactement le même que le gauche, puisque c'est un calcul. Alors que si je réactive ici, ça, on voit bien que, bah, à cause du matériel analogique ou grâce, on a justement des petites modulations. Ça, c'est intéressant. Et vous voyez que dans les plugins, c'est pas quelque chose qui cherche à simuler ça, en tout cas. Alors que normalement, ça devrait. Bon voilà pour tout ça, je sais c'était pas très musical et un petit peu technique, mais je pense que c'était bien quand même de vous montrer ça et d'aller un peu plus loin que juste tester bah, des boucles et de vraiment de faire se rendre compte pourquoi l'analogique ici a encore un avantage par rapport au numérique et qu'on arrive bien avec ce genre de test un petit peu rigoureux à en extraire justement les détails et les spécificités. Alors ça veut pas dire que les saturations numériques sont pourries, qu'il faille les jeter à la poubelle. Là évidemment on chipote, mais sur du mastering et sur des choses comme ça, évidemment qu'on est là pour chipoter de toute façon. Qui peut le plus peut le moins, donc bah, c'est vrai que dans des productions, que ce soit pour des bus ou du mastering, bah, je serais quand même content d'utiliser ça en me disant ok j'ai pas d'aliasing, j'ai pas de problème et j'ai vraiment un son analo si jamais je veux saturer quoi. Voilà donc pour cette review du FreqTube de Freqport. Bah, j'ai pris mon temps comme d'habitude, hein, je sais, c'est des vidéos un peu longues, mais ça m'a permis de vous soulever certains points qui sont du domaine de la saturation ou aussi de la conversion. Et puis j'aime bien prendre mon temps, aller au fond des choses, tester pour bien vous faire entendre, bien vous faire comprendre. Je voulais pas faire voilà juste des petits exemples audio, montrer que ça sature pas, parce qu'en plus il y a déjà des collègues là, moi qui l'ont fait sur des chaînes américaines notamment, où ils ont fait ça bien et je voyais pas l'intérêt de refaire exactement la même chose. Donc c'est pour ça que j'ai voulu aller plus loin. Donc j'espère que ça vous a intéressé et que vous avez appris des choses sur la saturation, même si vous voulez pas acheter ce hardware. En tout cas, vous l'aurez compris, moi je suis vraiment très emballé, puisque pour moi c'est encore une fois le meilleur des deux mondes de pouvoir utiliser comme ça l'analogique et justement dans la saturation où les VST sont encore un petit peu à la traîne sur ce point là, donc c'est très intéressant d'avoir mis en plus du tube parce qu'on est vraiment sur la saturation analogique vintage à l'ancienne. Donc ça c'est très intelligent, c'est très bien fait, le plugin marche très bien, il est très joli avec des bonnes fonctions, puis en plus il va être amené à progresser, notamment avec ce qui m'aurait manqué, ce serait le point noir que j'aurais soulevé, c'était justement l'autogain. Mais ça va arriver, il y a peut-être d'autres choses qui vont arriver aussi dans des versions 2, ça j'en sais rien. Franchement, je vois même pas si je devais prendre un point négatif, ça serait celui-là, mais ça va être réglé.
Peut-être qu'il n'y a pas de sortie analogique à l'arrière, d'entrée-sortie, mais je pense pas que ce soit possible de toute façon parce que le hardware est fait de telle sorte que justement, on a vu, il y a les filtres, il y a ces options-là de dry wet et tout, ce qui fait qu'on pourrait peut-être rentrer et sortir dedans, mais il n'y aurait pas la conversion, enfin... Je pense pas que ça aurait peut-être monté le coup sans que ce soit très utile. Et puis c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est pas d'utiliser ça comme un hardware classique. Si on veut de la saturation à lampe ou une saturation classique, on achète un hardware qui fait ça. J'aurais pas vu l'intérêt parce que le but de ça, c'est justement de pas se prendre la tête avec du routing, avec des câbles. En tout cas, merci encore une fois à l'équipe de FrekTube qui ont été vraiment très cool au niveau du dialogue. J'ai pu leur poser des questions. Et puis merci de m'avoir envoyé la machine, évidemment. Voilà. Et si vous voulez acheter ce FrekTube ou autre chose, je vous mets les liens affiliés en description. Ils sont toujours utiles, que ce soit les liens Woodbrass, les liens Amazon, les liens plugin boutique, UVI, etc. Vous pouvez à chaque fois les utiliser. Vous savez comment ça marche. Ça permet de m'offrir un petit pourcentage sur vos achats. Vous, ça vous coûte rien, ça fait plaisir à la marque. Et moi, ça me paye un café ou surtout une bière pour être honnête. Voilà, n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce hardware, si c'est quelque chose qui vous plaît, si au niveau du concept ça pourrait vous pousser à aller vers l'analogique ou pas. Je suis vraiment très très curieux de savoir ce que vous en pensez, parce qu'on entre quand même dans des choses un petit peu professionnelles, et puis forcément avec des tarifs qui sont quand même assez élevés. Mais si malgré ça, c'est quelque chose qui, pour un home studio, qui vous branche. Voilà, je serais intéressé de le savoir. Merci de m'avoir suivi. Quant à nous, on se retrouve tous les mercredis en live pour TV707, pour des interviews, pour plein de choses. Vous connaissez le programme. D'ici là, faites du son, portez-vous bien, et puis bisous.